Ok, alors allons-y. Après une pause assez longue, il faut le dire quand même, je crois que ça doit faire déjà plusieurs semaines que je n'ai pas continué les vidéos. J'ai enfin achevé le troisième tome. J'étais encore en cours de lecture quand j'ai réalisé la septième partie, point sous-partie 1. Et là, maintenant, ça y est, j'ai terminé l'essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne, troisième tome. Et j'ai donc eu l'occasion d'approfondir, on va dire, au maximum ce qu'avait pu dire Kojève sur la philosophie païenne, donc la philosophie grecque, ou gréco-romaine. Maintenant que ceci est achevé, on va pouvoir continuer le développement qu'on avait commencé dans la septième partie, sous-partie 1, donc sur les héritiers de Platon et d'Aristote, dans des philosophies dites dogmatisées, dites paraphilosophiques. Donc en particulier, on va voir les stoïciens et les néoplatoniciens. Je tiens à dire que, comme vous le savez si vous suivez depuis le début, Kojève accorde une grande importance à Kant et surtout à Hegel, et il les place dans son schéma de l'histoire de la philosophie à deux places centrales. Pour Kant, la parathèse synthétique, et pour Hegel, la synthèse de la philosophie, qui est du coup le discours du savoir. Malheureusement, Kojève ne termine pas dans son essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne, justement son histoire de la philosophie. Il n'aborde que la philosophie païenne et s'arrête en fait à Proclus, et n'aborde donc pas ce qui va suivre, c'est-à-dire la partie médiévale, judéo-chrétienne de la philosophie, dans un cadre particulièrement théologique, et d'ailleurs judéo-chrétienne mais aussi islamique, hein, bien sûr. Et donc il y a une sorte En fait, le texte se termine, pour tout vous dire, sur un cliffhanger, hein, littéralement, hein, et c'est de la préparation de cette philosophie dans et par la théologie dogmatique pseudo-philosophique judéo-islamo-chrétienne qu'il nous faut maintenant parler. Voilà. Il nous faut maintenant parler. Il n'y a rien, hein, si ce n'est des notes. Bon. Et malheureusement, ce que Kojève aurait pu ou voulu dire à ce sujet-là, je n'ai pas trouvé actuellement de traces de cette suite. Hein. S'il en a laissé une, ça n'a pas encore été publié en tout cas. Alors il faut savoir que Kojève, ses écrits sont encore publiés aujourd'hui de nouveau, étant donné qu'en fait on trouve dans ses notes de nouvelles choses. Et par exemple, parmi les nouvelles choses qui ont été publiées, on a retrouvé ses écrits sur Kant. Et donc, j'ai la bonne nouvelle de vous dire que si je ne pourrais pas aborder dans ces vidéos tout l'aspect théologie judéo-islamo-chrétienne sur lequel Kojève avait un propos, on pourra parler par contre de la parathèse synthétique que représentait Kant pour Kojève. Voilà, donc on va pouvoir un peu continuer au-delà de la philosophie païenne, de la philosophie non chrétienne. Voilà, donc ça c'est une bonne nouvelle que je vous annonce là, et comme vous voyez, on est sur un texte qui est quand même beaucoup plus court, hein, on est sur 200 pages, oui c'est ça, 200 pages, et il est déjà commencé. Voilà. Et ça va me changer un texte court de Kojève, on va pas se mentir, parce que là, avec son essai, on est sur quoi? Sur plus de 1500 pages, peut-être? Je pense, hein, on doit être... Et encore, hein, oui, on doit être sur 1500 pages, hein, un peu moins, peut-être. Ok. Donc, on va fermer cette anecdote sur les projets de discours qui, de toute façon, ne sont pas encore faits. Et on va continuer notre parcours sur la philosophie païenne. Alors, dans la dernière partie, je mentionnais tout ce qui était théorie dogmatique, tout ce qui était paraphilosophie. Et en fait, là, les philosophies qu'on va avoir l'occasion de voir vont être des philosophies dogmatisées, des paraphilosophies.
en particulier celle qui va être le sujet de cette partie-là, le stoïcisme. Alors, pour Kojève, le stoïcisme, c'est une... Alors, je vérifie que la caméra fasse bien le focus. Voilà. Le stoïcisme, c'est une paraphilosophie héritière d'Aristote. Donc, c'est une paraphilosophie aristocélienne. Il l'appelle en fait d'ailleurs carrément néo-aristocélisme. Voilà, c'est un néo-aristocélisme. Donc, de facto, le stoïcisme est en contradiction avec la philosophie platonicienne, et elle est dans la continuité de la philosophie aristocélienne. Cela dit, dans ce processus de continuité, il y a eu dogmatisation. C'est-à-dire que le stoïcisme s'est reposé sur certaines évidences pour pouvoir continuer son discours. Kojève, dans son essai, va essayer de dédogmatiser, et en fait de ranger le stoïcisme selon l'ordre que nous connaissons maintenant plutôt bien, l'ordre ontologique, énergologique, et phénoménologique. Ok, que on a déjà eu l'occasion de voir depuis maintenant un certain temps. Cette manière de ranger en fait ce discours-là, le stoïcisme va en effet le faire dans la continuité en fait de Platon, parce que c'est un peu Platon qui va initier cette division en trois parties, sauf que, comme le dit Kojève, cette division ne va pas complètement respecter le cadre hegelien, c'est-à-dire ontologie, énergologie, phénoménologie. Elle va en fait avoir du mal, et d'ailleurs ce sera autant le cas de l'aristocélisme mais aussi du néoplatonisme, mais en fait de tout ce qui va s'en suivre jusqu'à ce qu'on atteigne Hegel, elle va avoir du mal en fait à marquer, à placer les frontières entre ces trois notions. Et donc la division que va faire le stoïcisme, c'est d'abord une division logique, physique, et ensuite éthique. Cette division-là, elle va donc en fait, vous voyez, on est encore sur une tripartie, et en fait, on pourrait se dire, bon bah, ontologie logique, énergologie physique et phénoménologie éthique. On pourrait se dire, bon bah, tout va bien, c'est juste d'autres termes pour désigner les mêmes catégories. Mais en fait, non. Ce qui se passe, plutôt, c'est qu'il y a une sorte de mélange entre l'éthique, ou plutôt une confusion entre éthique, qui reprend des notions énergologiques, et la physique qui prend en fait des notions phénoménologiques, et on se retrouve avec une sorte de mélange, de confusion, et surtout, on va se retrouver avec une logique qui ne contient en fait qu'une moitié d'ontologie. L'autre partie de l'ontologie sera en fait dans la théologie des stoïciens, qui en fait va se retrouver à la fin du discours stoïcien. Autrement dit, on se retrouve avec une sorte de rangement où on a la logique, la physique, l'éthique, et la théologie permet en fait un retour à la logique. Et donc, hop là, on retrouve circularité du discours qui le rend du coup unitotal, total. Vous voyez, comme le discours hegelien. Sauf que ce que va nous dire Kojève, c'est que en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas déjà parce que c'est une paraphilosophie, donc elle est dogmatisée, donc il y a des éléments qui ne sont pas justifiés. Et en fait, entre théologie et logique, il y a des lacunes. Il y a en fait une inégalité des éléments qui se contredisent. Ce que dit
en fait, Kojève, c'est que la logique, qui était un élément qui appartenait au discours d'Aristote, n'était pas inclus par Aristote au sein de sa philosophie. C'était un discours à part, parce que Aristote considérait qu'il ne pouvait pas l'inclure au sein de son discours philosophique. Les stoïciens ne vont pas avoir cette honnêteté-là de le reconnaître, et vont l'inclure, vont le forcer au sein de leur système. Et ce qui va amener, du coup, une volonté à rendre le discours unitotal par la présence de la logique, sauf qu'en fait, cette incorporation ne fonctionne pas. Elle ne va pas permettre une ontologie complète, comme celle du système hegelien. Donc on a plusieurs problèmes. On a déjà un mélange, une confusion entre énergologie et phénoménologie, et en plus une ontologie qui est contradictoire entre un départ logique qui se retrouve dans une conclusion théologique, mais qui en fait ne dit pas la même chose. Et donc en fait, il n'y a pas ici de retour. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un accent à retour. Bon. Il n'y a pas de retour dans le discours, et donc il n'y a pas circularité du discours, et donc il y a incomplétion. C'est une paraphilosophie, donc dogmatisée, qui n'est pas le système du savoir hegelien. Voilà, donc ça, c'est en fait le problème du système stoïcien. Alors, on va essayer d'entrer un peu plus dans les détails. Là, je vais me permettre de lire des extraits de Kojève pour que vous puissiez un peu comprendre ce qu'il veut un peu dire par cette sorte de coupure. Alors, déjà, on va venir un peu sur la source du dogmatisme stoïcien. Donc, je vais vous donner un extrait. Quant à l'ordre inductif que la philosophie doit suivre pour transformer un profane en sage, il est l'inverse de l'ordre déductif. L'ordre déductif, c'est celui que je vous avais donné. Logique, physique, éthique. Donc ici, c'est l'inverse, c'est éthique, physique, logique. On part alors des données de la conscience morale. Donc là, le dogme, la dogmatisation par la morale. Ok, je vous renvoie à la partie précédente. Qui permet d'éliminer tout ce qui empêche l'homme d'être pleinement satisfait dans et par l'existence empirique. On se demande ensuite quelle doit être la réalité. Donc là, c'est la partie phénoménologique, donc la partie qui correspond à l'éthique. On se demande ensuite quelle doit être la réalité objective qui existe empiriquement pour qu'elle puisse assurer la pleine satisfaction des hommes qui vivent en parfait accord avec la conscience morale. Donc là, la partie énergologique. On établit enfin la structure de l'être donné, l'ontologie, qui a une existence empirique satisfaisante tout en étant aussi objectivement réelle. Cette structure de tout ce dont on parle étant la même que celle de tout ce que l'on en dit. Or, ce que l'on en dit est d'abord logique, puis physique et enfin éthique. Autrement dit, on part de l'existence empirique pour obtenir une réalité objective qui nous permet ensuite d'obtenir l'être donné. Or, ce que l'on en dit d'abord est donc... Par contre, nous, dans notre discours, on part du logique, puis physique, puis éthique, qui redit à la fin tout ce que la conscience morale avait prédit au commencement. Autrement dit, la conscience morale est le point de départ de l'éthique stoïcienne qui induit la physique, puis la logique. Mais en fait, donc ça c'est la partie suivante, mais en fait, le cercle du système stoïcien dogmatisé ne se ferme pas. La logique ne redit pas les dires de la conscience morale, pour la simple raison que celle-ci ne dit rien du tout. Je vous le rappelle, la conscience morale est une expérience silencieuse pour Kojève. N'étant qu'une donnée existentielle silencieuse et ineffable, bon, c'est formidable, on se redit, Kojève et moi, qui montre intuitivement la satisfaction, ou plutôt l'insatisfaction, mais ne la démontre pas, discursivement, c'est-à-dire dans l'ordre du discours. Or, ce caractère dogmatique du système stoïcien, qui reste de ce fait discursivement lacunaire, c'est donc le trou qu'on a ici, là, rend son articulation imprécise et flottante. La lacune entre la logique et l'éthique efface les frontières qui les séparent de la physique. Ainsi, la tripartition du système stoïcien ne correspond que très imparfaitement à Hegel. Ok, donc on se rend compte, aïe aïe aïe, la dogmatisation par la conscience morale n'étant pas de l'ordre du discours, on ne peut pas avoir de retour en arrière de la logique à partir de l'éthique en passant par une théologie.
Ok. Donc, il y a un manque, un trou. Alors, on va essayer un peu de développer sur l'aspect ontologique, quand même, pour voir un peu qu'est-ce qui bloque au niveau de la logique. Donc, à nouveau un extrait de Kojève. Ici, Kojève nous fait un rappel de ce qu'est l'ontologie d'un point de vue hegelien. L'ontologie traite de l'être donné, c'est-à-dire de l'être dont on parle. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on a dites, mais que je me permets de redire avec Kojève. Autrement dit, l'ontologie parle de ce qui est commun à tout ce dont on parle, et donc aussi à tout ce que l'on en dit. Or, par définition, cet élément commun est double. D'une part, ce qui est commun à tout ce dont on parle, c'est le fait qu'on en parle, explicitement ou en acte, voire implicitement ou en puissance. D'autre part, le fait d'être ce dont on parle est également commun à tout ce dont on parle. L'ontologie proprement dite parle de ces deux éléments communs à la fois, sinon en même temps, elle est ainsi elle-même un troisième élément commun aux deux autres. Et puisque par définition, elle parle aussi d'elle-même, elle parle à la fois de trois éléments dont chacun est constitutif au même titre que les deux autres. Ainsi, l'ontologie est essentiellement triple en elle-même. Elle parle à la fois de ce qui est commun à tout ce dont on parle et à tout ce que l'on en dit, ainsi que de la différence commune entre tout ce que l'on en dit et tout ce dont on en parle. Ok, donc ce que dit Kojève ici, c'est que l'ontologie, et d'ailleurs on remarque encore à nouveau cette tripartition, est tripartie, elle est triple. Or, chez les stoïciens, l'ontologie dégénère en logique formelle. Et c'est cette première partie de l'ontologie qui consiste la première partie du système stoïcien, appelée logique tout court. Pourquoi elle dégénère en logique formelle? Parce que si maintenant on fait abstraction de tout ce dont on parle en ne parlant que de ce qui est commun à tout ce que l'on dit, autrement dit, on retire en fait le fait de parler de ce dont on parle et on ne parle que de ce qui est commun à ce que l'on dit, on supprime la deuxième partie de l'ontologie qui amène à produire une logique purement formelle. Et donc c'est ça en fait la lacune stoïcienne pour Kojève. Or, dans la mesure où le système philosophique n'implique qu'une ontologie formalisée, c'est-à-dire réduite à la seule logique, tout le contenu du discours, c'est-à-dire tout ce dont on parle, est rejeté en dehors du discours en tant que tel, et donc du système discursif. C'est ainsi que les stoïciens doivent admettre à la suite d'Aristote que les principes sont discursivement indémontrables, c'est-à-dire indéductibles. Voilà, et donc on retombe sur l'aspect dogmatisé, parce que du coup on part de principes qui ne peuvent pas être démontrés, sur lesquels on ne peut pas avoir de discours. Voilà, et donc ça nous amène à cette lacune au sein de l'ontologie. On va se permettre un peu de parler aussi de l'aspect... On va se permettre de parler de la théologie aussi, excusez-moi, parce que ça fait aussi partie du coup de l'ontologie stoïcienne. Hop là, donc à nouveau un extrait, beaucoup d'extraits, mais partez du principe que le résumé que je vous donne est un cadre, et que ici, les extraits sont là pour entrer dans la précision, mais revenez au résumé, revenez au point où je fais un peu le résumé pour voir en fait que l'explicitation va vers le résultat donné au début, par le résumé. D'une manière générale, la théologie dédogmatisée des stoïciens est pour nous une ontologie authentiquement aristotélicienne, en ce sens que l'être donné divin dont elle parle n'est en fait rien d'autre ni plus que la spatialité en tant que telle. Pour Aristote, le théos est la limite, donc Dieu est la limite, qui sépare le vide spatial occupé par l'espace objectivement réel, qu'est la sphère cosmique, de la spatialité vide ou occupée. Autrement dit, c'est la frontière du réel, d'accord, de l'existence empirique. Ça, on en avait déjà parlé dans une partie précédente, donc on ne fait que redire ce qui est dit. Mais pour nous, cette limite est la spatialité commune à la sphère cosmique et au vide, c'est-à-dire précisément l'être donné en tant que tel. Bon. Tatati. Ok, là on part sur la partie stoïcienne. De même, Zeus est pour les stoïciens ce qu'il y a de
commun entre la sphère limitée du cosmos et l'étendue infinie du feu en acte. Or, ici encore, ce qui est commun à tout, ce dont on parle, c'est-à-dire l'être donné, est la spatialité en tant que telle. Ok. Ici, on nous mentionne la notion de feu. Ça, c'est un point important, qui fait en fait partie de l'énergologie stoïcienne. Qui d'ailleurs, normalement, oui. Donc, on va y venir dans la partie énergologie. Mais autrement dit, on retrouve en fait dans le stoïcisme cette notion de frontière entre le vide et le non-vide qui correspond du coup au théos, à Zeus ici. Pour les stoïciens, du coup, c'est le terme Zeus qui revient. La différence cependant entre les deux, c'est que le cosmos d'Aristote étant éternel, sa spatialité n'a rien de temporel. Le plein est toujours plein et le vide toujours vide. Alors que chez les stoïciens, on va y venir, mais le feu qui amène à la destruction du monde pour sa renaissance produit une situation où le vide n'est pas toujours vide et le plein n'est pas toujours plein. Par contre, chez les stoïciens, le temps cosmique est cyclique dans son ensemble. Donc cette fois-ci, la cyclicité chez les stoïciens, au-delà d'Aristote, s'applique à tout. Là où chez Aristote, il y avait en fait quelque part une sorte de... On ne va pas jusqu'au bout de l'aristocélisme. Et c'est ce que d'ailleurs va dire Kojève, les stoïciens vont jusqu'au bout. Ils accomplissent en fait la pensée d'Aristote jusqu'au bout de son développement. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Par contre, chez les stoïciens, le temps cosmique est cyclique dans son ensemble. Le plein se vide pour se remplir à nouveau, et ainsi de suite. Ainsi, ce qui est simple spatialité chez Aristote est spatio-temporalité chez les stoïciens. Et nous aurons à reparler de ces différences. Et ça va justement, on va y venir dans l'énergologie. Donc l'énergologie stoïcienne, les stoïciens développent l'énergologie dans la partie centrale de leur système, intitulée physique. Ok, ça on l'a déjà dit. Mais la physique stoïcienne déborde des cadres de l'énergologie proprement dite. D'une part, dans la mesure où elle implique la théologie et l'eschatologie, à cause du feu stoïcien qui amène à la fin du monde. Elle implique les thèmes, donc eschatologie, c'est tout ce qui est texte, tout ce qui est discours sur la fin du monde. Elle implique des thèmes ontologiques. D'autre part, elle est en fait une phénoménologie dans la mesure où elle traite de monades ou d'éléments constitutifs divers et structurés qui forment le cosmos. Bon, voilà, ce que j'avais dit dans le résumé, l'énergologie stoïcienne mélange tout. Elle mélange aussi, du coup, avec l'ontologie. Donc, vous pouvez ajouter une flèche ici. Il y a aussi, au sein de la physique, un mélange avec l'ontologie, à cause, justement, de notions théologiques et eschatologiques. En ce qui concerne la partie ontologique de la physique stoïcienne, c'est surtout la doctrine de l'incendie cosmique qui retient notre attention. Donc, l'incendie cosmique, c'est le feu qui a été mentionné auparavant. Alors, on va essayer de trouver à quoi correspond cette notion de feu. Euh... Ok, je pense pas qu'on la trouvera en l'état. Donc on se contentera de la définition que je vous ai donnée, c'est-à-dire un feu eschatologique qui ramène le monde à son état initial. Or, cet aspect contradictoire
cet aspect contradictoire. J'aimerais bien pouvoir le retrouver, mais... Ouais. Ok. Alors. Donc à nouveau un extrait. Seulement d'une part, les stoïciens n'admettaient en fait, à la suite d'Aristote, aucune interaction proprement dite ou opposition irréductible, ni dans le ciel cosmique, ni dans le feu primordial. Pendant l'absence du cosmos, ce feu et ce ciel stoïcien étaient donc en fait bien plus idéal, au sens platonicien du mot, qu'objectivement réel ou corporel. Ils ne donnaient aucune prise à une physique proprement dite. D'autre part, dans la mesure où les stoïciens parlaient d'une interaction ou d'une opposition irréductible, ils avaient en fait en vue non pas la réalité objective, mais l'existence empirique. Autrement dit, leur soi-disant interaction était, pour nous, en fait, une corrélation de la monade avec son milieu au sein du monde phénoménal, et leur prétendue opposition irréductible n'était que la distinction entre les monades structurées, ou entre une monade et un milieu, tout aussi structuré qu'elle-même. Ainsi, la soi-disant physique des stoïciens a-t-elle été en fait une biologie phénoménologique, d'ailleurs causale, censée devoir être réduite, en tant que science, à une astrologie. La pseudo-science stoïcienne, tout comme celle d'Aristote, n'est donc pour nous qu'une illusoire astrobiologie. Voilà. Donc, là, ici, c'est pas tant, en fait, c'est ce qui a été déjà dit, hein, c'est que l'énergologie stoïcienne se confond avec la phénoménologie, et que le feu, qui est du coup l'originalité philosophique stoïcienne, est en fait aussi une notion sans réelle interaction, qui se révèle en fait tout aussi idéal que le ciel aristotélien. Donc en fait, ce feu et ce ciel stoïcien étaient donc en fait bien plus idéal qu'objectivement réel ou corporel, et donc on était... Donc en fait, ce feu se révèle non plus de l'ordre justement de l'énergologie, mais plutôt de l'ordre ontologique. Bon, grosso modo, ce qui était dit ici, l'énergologie stoïcienne mélange la phénoménologie et l'ontologie et ne parle plus du tout en fait de physique. Quant à la phénoménologie, et on s'arrêtera là-dessus pour les stoïciens, l'énergologie stoïcienne est foncièrement viciée par le fait que, loin de développer correctement la notion de réalité objective, les stoïciens continuent à se servir de notions essentiellement... Oui, alors non, ça du coup c'est sur la partie énergologie. Inversement, la phénoménologie des stoïciens est défigurée par l'usage constant d'au moins une notion spécifiquement énergologique, à savoir de la notion de nécessité. Toutefois, dans le cas de la phénoménologie, les dégâts sont incomparablement moindres que dans celui de l'énergologie. Donc cette fois-ci, dans la phénoménologie, il y a confusion avec l'énergologie, mais pas avec l'ontologie. Et à nouveau, en fait, ce qui s'y passe, c'est qu'on est sur une phénoménologie particulièrement aristotelienne et qui emploie en fait la notion de la causalité par le biais de la nécessité. Et donc, cela produit en fait une biologie et non pas une anthropologie, ce qui est l'objectif de la phénoménologie pour Kojève et Hegel. Autrement dit, un discours centré sur l'homme. Ici, la phénoménologie, en réduisant ainsi la phénoménologie à la seule biologie, les stoïciens renonçaient en fait à toute anthropologie proprement dite. Pour nous, tout ce qu'ils ont dit de l'homme ne peut être dit qu'en parlant de l'animal seulement. Voilà. Donc autrement dit, le stoïcisme considère l'homme comme un animal. Et donc, cela amène à cette conclusion. Le stoïcisme est un aristocélisme authentique qui est dans l'ensemble plus conséquent
est parfois plus élaboré que celui d'Aristote, et c'est pourquoi les stoïciens nous montrent mieux qu'Aristote ce qu'est la parathèse antithétique de la philosophie. En lisant bien les écrits philosophiques stoïciens, nous voyons assez bien que pour cette parathèse, l'ontologie dégénère en théologie polythéiste, tandis qu'une étiologie astrologique tient lieu et place de l'énergologie, et que la phénoménologie se réduit à une biologie qui est franchement animale dans le stoïcisme, mais qui garde encore chez Aristote lui-même une allure intellectualisante héritée de Platon. Il y a cependant des développements que réalise le stoïcisme du système d'Aristote, entre autres le fait qu'on accorde cette fois-ci le caractère cyclique au temps lui-même. Il y a aussi parmi ces autres développements, si je ne dis pas de bêtises, la notion d'incarnation du théos, qui est une notion assez importante, que j'aimerais bien pouvoir mentionner au sein de cette vidéo. Voilà, alors il y a en fait, il y a un aspect aussi correction. Voilà. Parfait. C'est bon, j'ai retrouvé. Dans l'ontologie, le remaniement stoïcien du système d'Aristote se présente comme le remplacement de la notion du premier moteur immobile, qui meut tout sauf soi-même, par celle d'un moteur mobile qui meut tout en se mouvant aussi soi-même. Voilà. Donc ça, c'est en fait à nouveau l'idée du feu qui s'apparente à un moteur mobile dans le sens où, comme dit précédemment, ce qui est plein se vide et ce qui est vide se remplit. Et donc, cette fois-ci, le premier moteur, qui est du coup celui qui engendre le mouvement de tout le reste, n'est plus immobile, c'est-à-dire qu'il ne reste plus à son point initial, mais comme le feu stoïcien, c'est-à-dire qu'il y a mobilité du premier moteur. Et donc ça permet ce remaniement peut être considéré de deux points de vue différents, bien que complémentaires. D'une part, la suppression de l'immobilité, du théos, est une dernière conséquence de la notion aristothélienne de l'incarnation du Dieu dans le cosmos. D'autre part, cette même mobilisation du théos supprime la seule exception au principe aristotélien de la cyclicité qu'admettait encore Aristote lui-même. Donc cette fois-ci, on applique le principe cyclique à toute la pensée aristotélienne. Si Dieu lui aussi se meut, bien entendu en rond, la temporalité elle-même est cyclique. Et si Dieu est mobile lui aussi, il n'y a plus rien en dehors du mouvement cosmique et donc du cosmos lui-même. On se trouve alors en présence de ce qu'on a appelé le panthéisme stoïcien, et il nous faut voir ce que c'est ici. Bon, voilà. Autrement dit, cela permet en fait un panthéisme. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait que Dieu est tout. Tout est Dieu. À partir du moment où Dieu devient mobile, en tant que moteur, en tant que feu stoïcien, en tant que Zeus, eh bien en fait, tout s'apparente à Dieu. Et donc, en fait, on tombe dans un panthéisme stoïcien. Et donc, en ce qui concerne l'incarnation du théos, ça c'était un point qu'on avait un peu vu auparavant. En tout état de cause, les stoïciens éliminent la double transcendance du théos parménido-platonicien, l'immobilité du théos aristotélien, étant chez Aristote un résidu, un résidu platonicien. Le théos d'Aristote, tout en s'incarnant dans l'Ouranos, restait néanmoins transcendant. Il restait dans le ciel. Chez les stoïciens, le théos s'incarne, pour ainsi dire, complètement. Il n'y a plus de Dieu en dehors du monde. Mais la question se pose duquel ? Et c'est là que deux cas doivent être distingués selon que le monde qui incarne Dieu est seulement céleste ou aussi terrestre. Et en fait, ce qui se passe, parce que ça je m'en souviens assez bien, c'est que le ciel devient le monde, et le monde devient le ciel chez les stoïciens. Il n'y a plus de distinguo entre le monde céleste et le monde terrestre. Et donc en fait, tout est divinité, et la divinité est la totalité. Évidemment, pour Kojève, c'est une contradiction, hein, parce que le stoïcisme est une parathèse, enfin est une continuité d'une parathèse. Et on y revient ici.
Or, cela signifie en fait et pour nous que les stoïciens, loin de supprimer la transcendance aristothélienne, l'accentuèrent au contraire à un point tel que l'existence empirique fut réduite à néant. Ainsi interprété, le stoïcisme devient une sorte de caricature de l'aristothélisme authentique, voire du polythéisme, le tout si réduit au seul Olympe, peuplé d'une foule de dieux, qui flottent sur un chaos matériel ou sur une matière fluide au point d'être chaotique, en n'ayant autour et au-dessus de soi que le vide absolu. Le tout dans un silence de mort. Ce silence divin se transforme d'ailleurs en silence vivant, voire animal, dès qu'on réintroduit dans le système stoïcien le souffle vivifiant de l'éther d'Aristote. Lequel système impliquera alors en qualité de dernière partie ou première une authentique phénoménologie, d'ailleurs d'allure biologique, voire aristocélienne. Il ne restera alors plus rien du soi-disant remaniement de l'énergologie, mais il faut voir encore s'il n'y aurait pas alors un remaniement de la phénoménologie aristocélienne, ainsi réintroduite dans le système stoïcien. Donc autrement dit, en fait, on se retrouve dans une situation où il n'y a même plus d'existence empirique. Hein, c'est ce qu'il dit ici. L'accenture au contraire à un point tel que l'existence empirique fut réduite à néant. Plus aucune liberté, on est dans un rapport cyclique total, et en fait, il n'y a plus de distinction entre l'existence divine et l'existence humaine. Et je pense que c'est là-dessus qu'on conclura le développement de Kojève sur le stoïcisme comme un néo-aristocélisme. On s'arrêtera là parce que de toute façon c'est déjà beaucoup trop long. Mais autrement dit, on a pu voir un peu les conséquences du système stoïcien qui se retrouve à conclure à une forme de panthéisme où il n'y a plus de distinction entre divin et humain. Oui, évidemment, il n'y a pas de liberté. Ça, c'est une conséquence de la causalité aristothélienne, où, à la limite, Aristote essayait de placer une liberté avec la notion de hasard, mais tout cela, les stoïciens l'éliminent. Les stoïciens vont jusqu'au bout de la pensée aristothélienne. Et donc, ils appliquent une cyclicité au temps et à la destinée humaine, une sorte de déterminisme absolu, où, de facto, il n'y a plus aucune liberté, et l'homme est perçu comme un animal, en fait. Donc, on se retrouve avec une phénoménologie à nouveau biologique, comme chez Aristote. Et donc, ça, c'est pour nos amis stoïciens. Et on verra dans la troisième sous-partie les néoplatoniciens, qui ne sont pas juste des héritiers de Platon. Ça va être un peu plus subtil que ça. Et on verra, pour les néoplatoniciens, deux grands d'entre eux, Plotin et Proclus. Voilà, c'est sur ces deux-là que Kojève va beaucoup développer son propos sur les néoplatoniciens. Et sur ce, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout sur ce gros morceau qui était le stoïcisme, beaucoup développé. J'espère que j'ai été au plus clair. Je sais que les extraits de Kojève peuvent être assez lourds et pas toujours d'une grande simplicité. En particulier, là, lit comme ça dans ce contexte-là. Mais dans la partie résumée, j'essaye au maximum de, comment dirais-je, de retirer la substantifique moelle. Voilà. Sur ce, je vous attends pour les néoplatoniciens.